Pour revenir donc au théâtre grec en général, peut-être quand même plus vers Échille, ce qui me frappe, c'est qu'on a toujours le sentiment qu'au sein de la cité, la tragédie peut surgir à n'importe quel moment parce que la mémoire mythique est toujours là. Mais la mémoire mythique est toujours là. Le problème est de savoir tout de même pourquoi la tragédie, elle surgit à la fin du VIe siècle. Pourquoi elle apparaît, elle semble contemporaine à la fois de la tyrannie et d'une certaine manière de la lutte contre la tyrannie. Pourquoi elle disparaît pour se transformer à la fin du Ve siècle. Alors la mémoire mythique est toujours là, oui et non. La comédie lui a flanqué un coup terrible à cette mémoire mythique en présentant Hermès comme une sorte de maquereau, en présentant Héraclès comme une sorte de goinfre, en se moquant de Dionysos et de sa peur. Elle est aussi transformée par un théâtre comme celui d'Euripide, où s'établit cette communication entre le temps des dieux et le temps des hommes, alors que leur séparation est au contraire ce qui fait le fondement de la tragédie d'Échille et de celle de Sophocle. Alors, la mémoire mythique, elle durera encore longtemps, en un sens, puisqu'on continuera à représenter des scènes mythiques sur les vases au IVe siècle, et qu'on continuera même à représenter des tragédies. Il n'empêche que la fin du VIe siècle, ou le début du Ve siècle d'une part, et la fin du Ve siècle de l'autre, constituent bien ce qu'on appelle le moment tragique. Un moment où notamment le droit ne s'est pas encore véritablement constitué. Ce fut là l'intuition de Louis Gernet que la tragédie s'est en quelque sorte glissée dans l'interstice entre ce qu'il appelait le pré-droit et le droit. Notamment avec l'Orestie, avec les Euménides. Avec naturellement l'Orestie et tout particulièrement les scènes finales des Euménides, où l'on voit fonder l'ordre civique sur les débris, en quelque sorte, du mythe, et notamment de ce mythe matriarcal dont on a fait tellement à tort une période de l'histoire du monde, alors qu'il est une représentation. Et ce qui est tout à fait un trait de génie dans les Euménides, c'est la façon dont les Érénies sont renversés en des personnages qui sont finalement de type sécuritaire, on pourrait dire. Les Érénies, force redoutable, force liée en apparence au droit maternel, deviennent à la fin de la trilogie les Euménides, c'est-à-dire les bienveillantes. Il ne faut pas croire que ce renversement est total. Elle reste redoutable, mais c'est un caractère redoutable qui a été en quelque sorte apprivoisé. Et il en est des Érénies comme il en est de Dionysos. Dionysos, le dieu de la tragédie, le dieu au masque, est un dieu redoutable, un dieu terrible, un dieu qui a le pouvoir de faire surgir l'inattendu, le stupéfiant, au cœur même de la cité, et que la cité a appris à apprivoiser, à domestiquer en quelque sorte. Et il m'arrive souvent de citer ce mot que disait un berger grec à mon ami grec lui-même, Kostas Papaioannou. Il lui montrait une grotte consacrée à Dionysos tout près d'Elphes. Il lui disait, sais-tu pourquoi on a mis là ce sanctuaire de Dionysos? Et le berger a répondu en montrant, tu vois, c'est comme l'herbe sauvage. Si on ne la laisse pas pousser ici, elle poussera là. Et il désigne le cœur de la cité de Delphes. Alors, la tentative que représente le théâtre tragique
et le dionysisme, c'est un effort pour domestiquer le sauvage et non pas le rendre civilisé, il demeure sauvage, mais l'intégrer autant que possible à la cité. C'est une tentative pour dégager ce qu'il y a de monstrueux dans le héros. Mais le héros, une fois domestiqué, ce qu'il a de mieux à faire, c'est de mourir. Chez Échille, vous avez un personnage dans les 7 contre Thèbes qui s'appelle Éthéocle. Au début de la pièce, c'est un personnage rationnel, un chef de guerre, qui sait où il faut placer ceux qui subiront l'assaut des 7 chefs argiens qui attaquent Thèbes. Et puis on arrive, il y a 7 portes à Thèbes, et on arrive à la 7e porte. Or, à la 7e porte se présente son frère Polynice. Quelle aurait été la solution sage? De faire un déplacement, de mettre quelqu'un d'autre là? Pas du tout. Il se présente lui-même, il affronte le destin, et cela entraînera la double mort des 2 frères issus d'Édipe. Voilà une conduite rationnelle de chef de guerre qui se transforme en quelque sorte en un acte de folie. Ça, c'est Échille. Maintenant, prenons Sophocle, l'Ajax. L'Ajax, c'est un personnage de héros, si vous voulez, un chef de guerre absolument admirable, mais à qui on a refusé les armes d'Achille. Et il devient fou, et pendant la nuit, ce qui n'est pas le moment où il faut faire la guerre pendant les Grecs, il se déchaîne, il sort son épée, sa lance, tout ce que vous pouvez imaginer, et il croit qu'il tue tous les chefs des Grecs, c'est-à-dire Ulysse, Agamemnon, Ménélas et quelques autres. En réalité, il tue des moutons et y ajoute quelques bergers et quelques bouviers pour faire le tout. Ça, c'est Ajax, il devient fou et il tire, une fois revenu à la lucidité, il tire la conséquence de sa folie en se suicidant. Beaucoup de modernes se disent, mais pourquoi la pièce ne s'arrête pas là? Ajax est mort, c'est fini. Pas du tout, parce que du héros vivant, la cité ne peut rien faire. Mais les 300 ou 400 derniers vers de l'Ajax de Sophocle seront consacrés à ce qu'on peut faire de son cadavre. Quel sort doit-on donner à son cadavre? Faut-il le jeter aux chiens et aux oiseaux, comme on a jeté aux chiens et aux oiseaux, pour le malheur de Créon, le cadavre de Polynice, ou faut-il au contraire l'enterrer? Et c'est à ce moment-là que le politique Ulysse intervient contre les violents et les tyrans Agamemnon et Ménélas et dit « Il a été mon ennemi, il ne l'est plus maintenant qu'il est mort, et il faut lui rendre toute justice et lui consacrer un enterrement héroïque. » Et si le héros vivant ne sert pas à grand-chose dans la cité, le héros mort, enfermé dans le sol, comme Édipe dans Édipe à Colonne est enfermé dans le sol, ce héros mort, lui, sera le garant de l'intégrité de la communauté civique. Et voilà pourquoi toute cette longue fin de l'Ajax est consacrée à la question que Ionesco posera en d'autres termes, comment s'en débarrasser. La tragédie grecque produit aussi des anti-héros, comme par exemple le personnage du laboureur dans Électre, chez Euripide. En effet, dans Échille, dans Sophocle, vous avez des personnages secondaires qui sont des anti-héros. Ces personnages secondaires, c'est par exemple le garde dans l'Antigone de Sophocle. Anouilh a eu à peine besoin, dans sa propre Antigone, de changer le texte de Sophocle, où l'on voit un brave soldat qui arrive
tout pétant de trouille devant son colonel. Il lui dit, ben voilà, tu m'avais donné la charge de garder le cadavre de cet homme, et voilà que quelqu'un est arrivé, et puis on a fini par la prendre, c'est cette petite jeune fille-là, c'est-à-dire Antigone. Et il est là comme un pauvre type. On a tiré au sort pour savoir qui serait désigné pour faire rapport au colonel. Et il arrive tout pitoyable, tout lamentable, devant Créon, qui lance la foudre. Ou bien au contraire, vous avez la nourrice qui lit ça dans les coefforts d'Échille. La nourrice qui raconte comment elle tenait Oreste quand il était tout bébé et qu'il faisait caca dans sa culotte et puis il fallait tout le temps le nettoyer. Alors ce sont ces personnages-là qui, dans Échille, sont en effet, et dans Sophocle, sont des anti-héros. Ce qui est intéressant dans Euripide, c'est que le monde des anti-héros se mêle beaucoup plus étroitement au monde héroïque. C'est la jeune Iphigénie qui arrive depuis Argos à Aulis, et on raconte que toute la famille s'est lavé les pieds dans un ruisseau. C'est en effet le laboureur de l'Électre, dont Giraudoux fera le jardinier dans sa propre pièce, qui lui est le brave Auturgos, c'est-à-dire celui qui se suffit à lui-même, qui travaille tout seul sa terre et qui regarde passer ces nobles Atrides avec laquelle son histoire se trouve mêlée, puisqu'il est le mari d'Électre. Alors, d'Échille à Euripide, vous voyez l'évolution avec ces personnages d'anti-héros qui se mêlent étroitement avec ceux du monde héroïque. Et dans Mythes et tragédies en Grèce ancienne, on sent bien que la tragédie n'est pas simplement une pratique littéraire, c'est une pratique politique. C'est une pratique sociale et politique. C'est une façon pour la cité, comme la comédie d'ailleurs, de s'examiner elle-même. Mais tandis que dans la comédie, il y a une sorte de jeu constant et direct entre la scène et les gens qui sont assis sur les gradins du théâtre, avec des lazzi, avec des allusions à la politique contemporaine, avec à un moment le chef du chœur qui se tourne vers les Athéniens et qui leur dit bande d'Athéniens, vous vous croyez malins, vous croyez que lorsqu'on vous gratouille en vous disant vous êtes la cité couronnée de violettes, vous êtes la brillante Athènes, vous vous sentez tout faraud, mais vous êtes des rien du tout, vous êtes des minables et vous conduisez comme les derniers des derniers. Ça c'est la comédie, avec son allusion contemporaine directe à l'actualité. Tandis que dans la tragédie, il y a comme un mur invisible qui sépare ce spectacle qui se déroule dans le temps d'autrefois, qui bien sûr peut être, surtout chez Euripide, farci d'allusions à la situation contemporaine, mais ces allusions ne sont jamais directes.